Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des questions de santé. Aujourd'hui, nous parlerons du planning familial. C'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Et pour en parler, nous avons invité pour vous le docteur Lucien Mukamina Chibamba. C'est ça, docteur? Chibambe. Chibambe, ah d'accord. Le docteur Mukamina Chibambe, il est gynécologue obstétricien au centre de Mont-en-Bas. J'espère que c'est ça. Le centre hospitalier de Mont. Ah, d'accord. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et d'entrée de jeu, docteur, nous aimerions savoir c'est quoi le planning familial. Ok. Le planning familial, c'est une notion assez large Oui, qui voudrait simplement dire une façon de penser et une façon d'agir oui, adoptée volontairement par des individus ou des couples dans le but de promouvoir la santé familiale mhm, et aussi de contribuer efficacement au développement de pays. Donc oui, ça, c'est une notion assez large qui comprend plusieurs concepts. oui. Et le concept qui a toujours été mis en exergue dans cette notion-là, c'est le concept contraception. Ah, d'accord. Ok. Mais le planning familial comprend, au-delà de la contraception, la prise en charge de l'infertilité, la Mhm, prise en charge des IST et VIH-Sida, mhm. ainsi que la communication pour le changement de comportement. Et quels sont les avantages de pratiquer, pour une famille, de pratiquer le planning familial? Ok. Bon, évidemment, les avantages de planification, la planification familiale, c'est situé à 5 niveaux. Bon, je ne sais pas si vous voulez que nous parlions que de la famille, mais je voudrais vraiment détailler cela parce que c'est important. Oui. Il y a d'abord des avantages par rapport à la femme, Mhm, des avantages par rapport à l'enfant, oui. les avantages par rapport à l'homme, les avantages par rapport à la famille, pour en venir à votre question, et Oui. enfin les avantages par rapport au pays. Mhm, Et à tous ces niveaux-là, il y a 3 types d'avantages. mhm. Il y a des avantages sanitaires, des avantages économiques et des avantages psycho-affectifs. Concernant la femme, comme avantage du point de vue sanitaire, c'est que le planning familial constitue l'une des stratégies pour réduire la mortalité maternelle. Vous savez, Oui. madame, que la grossesse est un événement heureux, ce n'est pas une maladie. Mhm, Donc il n'est pas normal qu'une femme qui tombe enceinte puisse mourir au moment où elle voudrait donner la vie. mhm. Donc parmi les stratégies pour combattre cette mortalité maternelle figure donc la planification familiale. Ça, c'est du point de vue sanitaire chez la femme. Du point de vue économique, ça va améliorer le rendement de la femme qui travaille. Hein. Ça va Mhm. éviter l'absentéisme au travail. Donc l'activité professionnelle sera possible chez cette femme-là, mais aussi l'activité économique. Vous savez que les femmes jouent un très grand rôle dans notre société. Oui. Et donc une femme d'affaires, hein, qui bénéficie du planning familial peut, n'est-ce pas, planifier un voyage d'affaires et y aller sans problème. Du point de vue donc euh, de, j'avais parlé sanitaire, économique et psychosocial, ça permet également un épanouissement de la femme. Donc la femme, Avoir beaucoup d'enfants dérange. ça ne dérange pas, bien sûr, mais il faudra reconnaître que la maternité rapprochée chez la femme, non seulement que ça affecte sa santé, mais aussi une femme qui est tout le temps enceinte et donc qui doit accoucher, qui doit bénéficier de congés de maternité en moyenne 3 mois. Oui. Et donc si elle doit faire cela chaque année, donc vous comprenez que son employeur va en souffrir et son rendement aussi va en souffrir. De même qu'une femme d'affaires Oui. qui ne sait plus aller à Dubaï ou ailleurs, Oui. simplement parce qu'elle est enceinte et voilà. Mais ça ne dérange pas, mais il faudrait que l'individu puisse décider de quand Mhm. tomber enceinte, combien d'enfants avoir et quel intervalle entre ces grossesses-là. Et normalement, ce qui est indiqué, il faudrait que l'écart d'âge entre deux enfants soit de combien d'années? En moyenne, nous recommandons entre 2 et 3 ans. C'est que ça permet à la femme de se reposer suffisamment. Et au début, on a compris qu'on ne pouvait pas parler du planning sans parler aussi de la contraception. Oui.
Oui. Et docteur, dites-nous, il existe combien de sortes de contraceptifs? Bon, ok. Les contraceptifs, il en existe plusieurs, Oui, mais nous pouvons donc les regrouper. Ok? oui. Il y a plusieurs façons de le regrouper, mais nous allons prendre une façon assez simpliste. Donc, parlons de méthodes contraceptives. Il Mhm. existe des méthodes artificielles et des méthodes naturelles. Le mieux indiqué, c'est lequel? Bon, en matière de méthodes contraceptives, il n'y a pas de méthode idéale. Oui. La méthode qu'il faut pour un individu, c'est la méthode qui est facilement applicable par l'individu, une méthode que l'individu a acceptée, une méthode qui n'est pas nuisible pour l'individu, donc l'innocuité de la méthode, Oui. mais aussi une méthode qui soit facile à appliquer, je l'ai dit, mais qui soit réversible aussi. Donc lorsque cette personne-là veut avoir des enfants, que cela ne pose pas de problème. Puisqu'il existe aussi des méthodes irréversibles. Oui, il existe une méthode irréversible, c'est ce qu'on appelle la contraception chirurgicale volontaire. Donc chez la femme, c'est la ligature de trompe Oui. et chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la vasectomie. Wow. Allons-y, Molo. Si on parlait d'abord des méthodes naturelles, Oui. quelles sont les méthodes naturelles qu'un couple pourrait pratiquer pour espacer les naissances? Ok, parmi les méthodes naturelles, donc vous avez là-dedans ce que nous appelons la méthode MAMA, donc méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, Mhm. qui consiste pour la femme à assurer un allaitement exclusif et intensif de son bébé, donc à alimenter son bébé au sein pendant les 6 premiers mois. Et donc ça, c'est de façon naturelle, ça permet à la femme de ne pas pouvoir tomber enceinte. Oui. Autre méthode, il existe ce qu'on appelle des méthodes d'auto-observation. Oui. Donc la femme peut, n'est-ce pas, observer ce qu'on appelle la glaire cervicale, les sécrétions gluantes que la femme sécrète la veille de l'ovulation. Ça peut vous renseigner si elle est dans une bonne ou une mauvaise période. Oui. Il y a la méthode de température, donc la femme prélève sa température et en fonction de l'évolution de cette température, on peut savoir à quel moment a lieu l'ovulation et éviter donc de tomber enceinte. Mais il existe aussi ce que nous appelons la méthode de calendrier, qui consiste pour la femme à suivre son cycle menstruel Oui. et déterminer des périodes d'infertilité ou mieux des périodes d'infécondité. Et puis il existe une autre méthode que nous pouvons classer parmi les méthodes naturelles, bien sûr, mais la femme se fait aider pour qu'elle reconnaisse bien la période par ce qu'on appelle un collier. Donc le collier du cycle, nous en avons un modèle ici. Oui. Donc ça permet à la femme, bien sûr, elle doit être informée de comment il faut l'utiliser, de connaître quelles sont les bonnes ou les mauvaises périodes pour éviter de tomber enceinte. Là, c'est apparemment pour les femmes qui ont des règles régulières, parce qu'il faudrait dire que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des règles régulières. Ok, il faut savoir que l'administration d'une méthode contraceptive nécessite la présence d'un prestataire formé qui puisse donc informer la personne de la méthode et de comment il faut pratiquer cette méthode, qui puisse aussi savoir si l'intéressé est éligible pour cette méthode-là. Donc, il ne suffit pas seulement de choisir une méthode, mais faudrait-il encore que vous puissiez être dans les critères pour être éligible, bien sûr, et recevoir cette méthode-là. Donc, dans le cas d'espèce, il faut avoir un cycle qui est régulier et qui varie entre 26 et 30 jours. Et donc, les personnes, les femmes qui ont un cycle entre 26 et 30 jours sont donc éligibles pour cette méthode-là. Docteur Lucien, il revient à qui de faire le choix d'une méthode à utiliser? Est-ce à la femme elle-même ou seulement l'homme aussi doit être impliqué pour cela? Ok. La décision doit être prise par la femme principalement, mais il faut une collaboration de l'homme si la femme est mariée, parce que nous devons
reconnaître que la contraception, ce n'est pas seulement l'affaire de femmes mariées. Même les femmes célibataires peuvent, n'est-ce pas, solliciter une méthode contraceptive et en bénéficier. Okay? Donc, oui. L'implication de l'homme, comme je l'ai dit, elle est importante parce que ça facilite l'application de la méthode, mais la décision doit être prise par la femme. Mais là aussi, il y a quand même des choses à redire, d'autant plus que dans notre pays, jusque-là, il n'y a pas une législation qui réglemente tout cela. Oui. Et nous espérons que dans le prochain jour, il y aura un plaidoyer dans ce sens-là, de manière à ce que les législateurs puissent, n'est-ce pas, réglementer les choses pour savoir est-ce qu'une femme peut seule solliciter et obtenir une méthode, ou bien il faut nécessairement... Pour les célibataires, par exemple. Pour les célibataires, par exemple. OK? Et à partir de quel âge une femme peut prétendre à la méthode quand on sait que l'âge de premier rapport sexuel est de plus en plus, en fait, plus bas. Oui. C'est-à-dire, il y a des études qui ont même montré à Kinshasa que certaines femmes ont eu leur premier rapport déjà à partir de 9 ans. Voyez-vous? Et donc, ce sont de jeunes adolescentes. Et donc, à cet âge-là, déjà, on peut prescrire des contraceptifs? Bien sûr, du point de vue médical, il n'y a pas de problème du tout. Mais du point de vue légal, il faut une réglementation à la matière. Mais sous d'autres cieux, quand vous êtes devant une jeune adolescente, ce sont ses parents qui peuvent venir solliciter une méthode pour l'intéresser, bien sûr avec son accord. Là, on a plus parlé de méthodes naturelles. Et oui. Si on parlait d'autres méthodes? Exactement. Les autres méthodes dites... bon, parmi les méthodes artificielles, il y a des méthodes traditionnelles, notamment recommandées aussi par le médecin? Bien sûr, bien sûr. Le coït interrompu, ok, ou l'abstinence. Là, c'est dans les naturels? Dans les naturels. Ok, je voulais faire un petit pas en arrière pour être assez complet. Oui. Mais parmi les méthodes contraceptives artificielles, il y a des méthodes à base d'hormones et d'autres qui ne sont pas à base d'hormones. Les méthodes qui sont à base d'hormones, vous avez là-dedans des hormones qu'on peut prendre par la bouche, donc les buvables, des hormones qu'on peut prendre par injection, les injectables, et puis d'autres hormones qu'on peut implanter chez la femme, donc les implantables, comme on dit, les implants. Oui. Hein? Et donc là, ce sont toutes des hormones, mais la voie d'administration diffère. Les hormones... Allez-y, continuez. Ok, donc, en ce qui concerne les méthodes non hormonales, là-dedans, vous avez des méthodes chimiques et des méthodes mécaniques. Parmi les méthodes chimiques, vous avez notamment les spermicides. Hein, donc, ce sont des comprimés à base de substances qui vont modifier l'acidité de la cavité vaginale et donc qui vont constituer un milieu qui n'est pas favorable à la survie du spermatozoïde, donc ils vont détruire le spermatozoïde. Et ces comprimés doivent être insérés par voie vaginale chez la femme 10 minutes avant l'acte sexuel. Oui. Vous avez, il y en a sous forme de crème ou sous forme de mousse spermicide. Vous avez en plus de méthodes mécaniques, ce sont essentiellement des méthodes de barrière. Et là, donc, ça constitue une barrière pour empêcher que la sémence de l'homme puisse monter et rejoindre l'ovocyte ou la sémence de la femme au niveau des trompes, donc pour empêcher en fait la fécondation. Et donc là-dedans, vous avez notamment le préservatif. Il y a le préservatif masculin qui est connu de tous, le préservatif féminin aussi. Vous avez ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérins, donc les stérilés, un dispositif qui a une partie en plastique, une autre partie en métal avec un peu de cuivre, où on peut l'imprégner également d'hormones qu'on insère dans l'utérus de la femme, qui constitue une barrière pour empêcher l'ascension de spermatozoïdes. Il y a également du diaphragme qu'on peut placer au niveau du col utérin pour empêcher aussi la montée de spermatozoïdes. Et donc c'est un peu de façon résumée les différentes méthodes contraceptives. Et dites-nous, docteur Lucien, est-ce que tous les organismes répondent favorablement à ces différentes méthodes que vous venez là d'énumérer? Bon, comme je l'ai dit, pour chaque méthode, il y a des critères d'éligibilité. Donc,
il faudrait être dans ces critères-là pour pouvoir bénéficier de la méthode. Oui. Et chaque méthode a des critères. Des indications et contre-indications. Exactement, pour parler plus simplement, des indications et des contre-indications. Oui. Et il y a des femmes qui se plaignent, disons qu'ils prennent de la pilule, mais seulement ils ont conçu, bien que prenant de la pilule. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est comme cela que je disais tout à l'heure qu'une femme ne devait pas faire de l'automédication. Pas seulement la femme, tout le monde ne devait pas faire de l'automédication. Et spécifiquement en matière de méthode contraceptive, il faudrait que cette méthode soit administrée par un prestataire qui est formé et donc qui connaît les indications, qui connaît les conditions, les critères pour qu'une méthode soit efficace. Parlons spécifiquement de la pilule. Oui. Il y en a de deux types plutôt, donc à base de la progestérone seule ou bien de pilules combinées, hein, oui. Estrogène et progestérone. Oui. En ce qui concerne des formes à base de progestérone seule, l'administration nécessite que la femme puisse prendre son comprimé chaque jour à la même heure. Pas facile. Exactement. Donc c'est une contrainte, chaque jour à la même heure. Donc un oubli qui va au-delà de 3 heures déjà rend cette méthode inefficace et expose la femme à une grossesse. Donc la femme n'est plus protégée à ces moments-là. La forme combinée, là, c'est l'administration journalière. Chaque jour, la femme doit prendre sa pilule, mais un oubli d'un jour ou de 2 jours expose la femme aussi à une grossesse. Donc, si la femme n'était pas préalablement informée, oui. Et elle va à une fête le soir, hein, jusque tard, elle a oublié qu'elle devait prendre son comprimé à 6 heures, elle rentre, elle ne prend même pas, et le lendemain, elle reprend, elle croit qu'elle est protégée. Non. Donc, chaque méthode a des conditions qu'il faudrait nécessairement respecter. Mais là, nous attendons parler de la pilule du lendemain. Dites-nous, docteur, c'est quoi? Ok. La pilule du lendemain fait partie de ce qu'on appelle, la contraception d'urgence. Donc là, c'est une femme qui n'est pas sous une méthode contraceptive permanente, mais qui a eu des rapports pendant une période qu'elle estime ne pas être favorable, oui. Hein, donc une période de fécondité, et elle ne veut pas tomber enceinte. Alors pour qu'elle ne tombe pas enceinte, dans les 72 heures qui suivent ce rapport, elle peut, n'est-ce pas, prendre cette pilule dite du lendemain pour prévenir la grossesse, donc empêcher qu'elle tombe enceinte. Mais c'est également une méthode qui est de plus en plus recommandée dans le cas de viol, oui. Ou d'autres cas d'inceste. Et donc, ça permet également d'empêcher des grossesses qu'on n'a pas désirées. Et docteur, certaines femmes, où ça s'est dit quand même dans la rue, qui est l'utilisation abusive des contraceptifs dans les cancers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça fait partie de ce que nous appelons les rumeurs, oui. Parce que c'est alimenté un peu par nos habitudes, notre conception culturelle, et même la religion aussi entre en danse dans cette affaire. En fait, il y a ce qu'on appelle des évidences scientifiques et il y a ce que les gens peuvent penser. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur ces méthodes contraceptives qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Et donc, moi, en tant que médecin, je ne peux donner qu'une information qui est scientifiquement prouvée. Donc, à ce jour, il n'y a pas de preuves qui démontrent cela. C'est vrai que certaines études ont montré que l'usage de certaines méthodes contraceptives à base d'hormones, oui. Expose la femme à certains types de cancers, notamment le cancer du sein. Et là, on parle plus de la contraception hormonale injectable. Je ne l'avais pas cité parmi les autres méthodes. Les injectables aussi existent. La femme reçoit une injection et tous les 3 mois, elle doit recevoir une injection. Une étude a montré cela. Mais en médecine, il faut toujours mettre sur la balance les avantages ainsi que les désavantages de tout acte. Et donc, par rapport à cela, il y a plus d'avantages qu'il y a des désavantages. Parce que même
l'usage de la contraception hormonale a certains bénéfices de prévenir certains cancers gynécologiques, notamment le cancer de l'ovaire chez la femme, le cancer de l'endomètre et même le cancer du col. Donc il s'agit spécifiquement de la contraception hormonale à base de la progestérone seule. Donc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la survenue de cancer, c'est décrit, mais ce sont des cas assez rares. Et donc, il faudrait pour le médecin de pouvoir poser les bons... En fait, savoir si réellement la personne est éligible, oui ou non, pour cette méthode-là. Si la personne n'est pas éligible, il faut conseiller et proposer une autre méthode. Et quel genre de tests vous faites faire pour connaître que telle ou telle autre personne est éligible pour tel ou tel autre contraceptif? Bon, quel genre de test? Déjà, il y a des principes. Lancés, par exemple, en ce qui concerne la contraception hormonale, que le diabète est une contre-indication, l'hypertension est une contre-indication, la cardiopathie c'est une contre-indication, l'obésité est une contre-indication, l'épilepsie est une contre-indication, chez les femmes tuberculeuses sous traitement antituberculeux c'est une contre-indication. Oui. Donc vous comprenez que quand une femme vient pour solliciter une méthode, vous devez d'abord lui présenter toute la gamme de méthodes et lui donner les indications comme les contre-indications. Si une femme choisit une méthode maintenant, parce que le médecin n'a pas le droit d'imposer, donc c'est un choix, comme on le dit, un choix informé. Oui. Donc lorsqu'une femme a choisi, après avoir été informée, il appartient maintenant au médecin ou au prestataire en planning familial de savoir si la femme est éligible. Évidemment, pour savoir si la femme est hypertendue, on va prélever la tension artérielle. Pour savoir qu'elle n'est pas diabétique, on peut faire la glycémie, et ainsi de suite. Aussi, pour savoir si la femme n'a pas une insuffisance hépatique, on peut demander les tests hépatiques, une échographie hépatique. Donc, tous les examens pour exclure certaines pathologies. Bien entendu, il ne faudrait pas aussi que la femme soit enceinte au moment où elle vient solliciter une méthode contraceptive. Donc, on peut également demander et faire un test de grossesse pour exclure une grossesse éventuelle. Et certaines femmes disent que l'usage des contraceptifs, surtout l'implant qu'on pose là, sous le bras, ça fait grossir. Il paraît. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, en fait, du point de vue scientifique, l'on décrit effectivement une prise de poids chez les femmes sous contraceptif à base d'hormones, notamment la progestérone. Mais il ne faudrait pas exagérer non plus. La prise pondérale est d'à peine 2 kilos par an. Wow, c'est beaucoup pour une femme, 2 kilos. Wow. Mais même quand vous ne prenez pas des contraceptifs à base d'hormones, vous pouvez prendre du poids. Okay? Donc c'est cela. Donc, mais ce n'est pas une prise exagérée de poids. Bien entendu, les obèses ne sont pas éligibles pour cette méthode-là, elles sont exclues, mais les autres femmes qui ont une taille normale peuvent bien prétendre à cette méthode. C'est pas pareil pour les autres méthodes, c'est pas pareil pour la pilule par exemple? Mais effectivement, en fait, et je l'avais dit un peu plus haut, j'avais dit que c'est ce qu'on appelle une contraception à base d'hormones. Cette hormone peut être donnée sous forme de pilule, donc par la bouche, donc contraception orale. Oui. Cette hormone-là peut être donnée sous forme injectable, ce sont des injections. Oui. Cette hormone peut être donnée sous forme implantable, ce sont les implants. Donc, la pilule, c'est une méthode contraceptive à base d'hormones qu'on prend par la bouche. Oui. Cette même pilule-là, c'est ce que quand c'est injectable, on parle de la méthode injectable, ok? Et quand c'est implantable, mais c'est la même substance du point de vue chimique. Et donc, les effets attendus ou inattendus sont pratiquement le même. Donc, en fait, l'implant est à base de la progestérone. Et donc, toute autre pilule, de quelque voie d'administration que ce soit, lorsqu'elle est à base de... que je dis toute autre méthode contraceptive, lorsqu'elle est à base d'hormones, et cette hormone, si cette hormone c'est la progestérone, donc on peut aussi décrire une prise de poids.
Au début, vous nous avez dit que toutes ces méthodes sont réversibles. Oui. Et comment faire lorsque on se décide tout bonnement au fait, on a peut-être pris une piqûre de 3 mois, Oui. mais un mois après, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en ce qui concerne les injections, dès qu'on a reçu son injection, il faut attendre les 3 mois pour prétendre à une grossesse. En ce qui concerne la pilule, elle est mensuelle, la prise est mensuelle, donc, ou cyclique, par cycle. Oui. Dès que vous avez terminé votre plaquette pour ce cycle-là, au cycle prochain, vous pouvez, et que vous arrêtez, au cycle prochain, vous pouvez tomber enceinte. Pour l'implant, là, on peut retirer l'implant, même avant le délai, parce que le délai... Ça prend combien de temps après qu'on ait retiré l'implant pour que vous tombiez enceinte? Bon, lorsqu'on a retiré l'implant, on pense que 2 mois après, une femme peut déjà tomber enceinte. Merci, docteur Lucien. Je rappelle que docteur Lucien Mukamina Chibambé est gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Mont-en-Bas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot peut-être par rapport au planning familial. Oui, j'étais en train de le dire tout au début de l'émission, parlant des avantages de la planification familiale. J'avais évoqué les avantages par rapport à la femme, mais il y a les avantages par rapport à l'enfant lui-même, qui verra donc ses parents avoir beaucoup plus de moyens pour lui assurer une bonne éducation, une bonne alimentation, ainsi que de soins de qualité. Mais cet enfant aussi va bénéficier de toute l'affection de ses parents, parce qu'on a eu à espacer, et la maman et le papa ont plus de temps pour cet enfant-là. Le papa lui-même, ça va lui éviter le stress des dépenses d'accouchement, le stress de soins qu'il faut donner, mais ça va lui permettre également de pouvoir planifier, de concevoir de projets de famille. Okay? La famille elle-même verra sa santé s'améliorer, les revenus, l'épargne sera possible, et les parents peuvent, n'est-ce pas, planifier, d'acquérir de biens, d'avoir des projets ensemble. Mais en définitive, c'est tout le pays qui va en bénéficier, parce qu'on aura des hommes et des femmes en bonne santé, et donc ces hommes et des femmes en bonne santé pourront produire suffisamment, et il y aura suffisamment de moyens pour ce pays, et aussi nous allons, ça va permettre à notre pays d'atteindre les objectifs 4-5 du millénaire pour le développement, donc la réduction du taux de mortalité maternelle comme infantile aussi. Merci bien, docteur Lucien Mukamina. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir prêté attention à ces numéros des questions de santé. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. En attendant, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision du groupe de presse Les Potentiels.